Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Polydamso, bonjour mon cher Rust. Oh là là, on va revenir sur le Glory 77 et la victoire de Cédric Doumbé par KO au deuxième round contre Monsieur Murtel-Grenard. Déjà bravo messieurs, parce que c'est vrai que pour les pronostics, pour une fois, ce n'est pas la honte absolue pour nous. Sur le résultat, parce que sur le résultat, j'avais pas prévu un KO au deuxième round. Personne. Mais si, Cédric Doumbé predict this thing, tu vois. Ouais, il avait dit KO deuxième round dans cette vidéo déjà dans la légende, validée par Rust, qui a été, oui, une vidéo. Tu l'as vu, Polydamso ? Ce truc où il est en face de Murtel-Grenard et. Non, la vidéo où dans le confessionnal là. Ah oui, si, oui, je l'ai vu, carrément. Est-ce qu'on parle pas d'une belle pièce de cinéma là ? Ah si, c'était stylé. Oh là là. Ça aurait été encore plus stylé s'il se marrait un peu moins. Je trouvais qu'il était. Il était sur le point de lâcher un rictus à chaque fois, mais c'était stylé. Mais bon, KO deuxième round, pronostic validé. Là, il valide également la trilogie. Bon, Polydamso va revenir sur le combat parce que c'est vrai qu'il l'a décortiqué tel Luc Thomas, il l'a regardé 48 fois approximativement. C'est pas très loin, pas très loin. Ouais. Bah alors c'est parti. Alors voilà. Non mais je me suis dit il y a autre chose derrière parce que non mais le combat il était ouf en plus. Oui. C'est génial parce qu'on a eu les deux Doumbé là sur ce combat. On a eu le Doumbé brawler, mais on a eu le Doumbé super posé, super technique aussi. En fait, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce combat, c'est que lorsqu'il était au milieu du ring, il était ultra technique, avec un travail du jab au corps qui était super intéressant, justement pour désamorcer la garde haute, pour contourner la garde haute de Murtel-Grenard et préparer son bras arrière qui est un peu ça devient vraiment son money shot à Cédric Doumbé. Donc ça, c'était très intéressant et il le faisait reculer petit à petit. Et quand il arrivait aux cordes, là, il lâchait ses combinaisons où on avait là du Doumbé un peu 2.0, où il est vraiment bien solidement ancré sur ses appuis et il envoie des combinaisons en uppercut et en crochet. Et franchement, ça va super vite. Il a une vitesse de main et une sélection de coups qui est franchement très impressionnante parce que les quelques fois où parce que le combat finalement n'a pas duré si longtemps, ça a duré que 2 rounds, mais il y a 3-4 fois où il a mis Murtel-Grenard dos aux cordes. À chaque fois, les combinaisons de coups, tous les coups touchaient, quoi. C'était impressionnant contre un des mecs qui, pour le coup, a une très bonne défense en plus de ça. Donc, c'était vraiment c'était un tour de force. Ce que j'aimais bien aussi, c'est qu'il avait cette espèce de mouvement continu quand il avançait. Et en fait, ça armait en fait son bras arrière. Et ce bras arrière, il a vraiment, maintenant, il commence vraiment, tu vois, à peaufiner le truc parce qu'il a plusieurs façons de le lancer, en fait. Il a une façon de le lancer qui est un peu salounesque, tu vois, où il fait vraiment. Mais tu sais, ça me fait penser un peu à ce que faisait Chuck Liddell, tu vois, où il fait une courbe, c'est entre le bras arrière et le swing, en fait. C'est pas vraiment un. Mais sauf qu'il rajoute par rapport à Chuck Liddell un vrai mouvement de buste où, alors certes, du coup, ça le rend un peu plus susceptible théoriquement au coup de genou, mais en revanche, ça le décale tellement de la ligne d'attaque que si la réponse elle vient en main, il est safe et en plus de ça, il fait mal, quoi. Ouais, il est hors de exactement, il est hors de la trajectoire des retours en fait. Et ça c'est impressionnant, mais il a aussi le contre, c'est comme ça quand il le place en contre, c'est comme ça qu'il a terminé Murtel. Il a aussi en fait on a eu droit à un peu tu vois oh putain, je cherche mes mots, c'est terrible, mais toute une sélection, toute une compilation de ses coups à lui, parce qu'il y a même eu la droite en sortie de clinch qu'il a mise contre Nabiev et contre Tongchai, et là c'est sur le premier knockdown, c'est comme ça qu'il met Grenard knockdown. Et franchement, c'est impressionnant. Il y avait tout en fait dans ce combat. Il y avait aussi ses qualités défensives, l'esquive qu'il fait sur la série de coups de Grenard au deuxième round, et où il désaxe pour éviter le genou sauté, et ensuite Grenard passe par-dessus la troisième corde. C'est impressionnant parce que ça a l'air tout simple pour ce qu'il fait, mais pourtant Grenard il set up bien le truc. Tu ne lances pas comme ça nu, et en fait il pousse, parce que Grenard a fait un beau combat en plus, moi je trouve. Tu vois, c'est là où vraiment tu brilles le mieux, c'est quand tu brilles contre un adversaire qui est excellent et qui fait un très beau combat, parce que Grenard était super dangereux. Il y avait une tension dans le combat qui était folle.
Ah ouais. Parce que sur les combinaisons, Grenard, il touchait bien. Il y a plusieurs kicks qui sont passés. Et même les genoux au centre du ring, alors que dans les premiers combats, il n'arrivait pas à les placer. Là, il a réussi à en placer quelques-uns. Il y a même au début du deuxième round une sorte d'échange, en fait, où il touche vraiment très, très sérieusement Doumbé, quoi. Ça aurait pu... Tu vois, le combat, sur le premier round, ils étaient à peu près au même nombre de frappes significatives, tous les deux. Alors, les frappes les plus lourdes, c'était vraiment Doumbé qui les avait, qui avait notamment passé un très beau bras arrière qui aurait pu être un knockdown. Hein. Il a vraiment bien marqué Grenard. Mais de son côté, c'était à peu près le même nombre de strikes. Et c'était dans la main de chacun des combattants arrivés au deuxième round, tu vois. Et deuxième round, ce qui a vraiment seal de deal, je pense, c'est le premier knockdown où franchement, Grenard, il s'en est pas relevé. Alors, il a essayé de faire une charge d'Heroirim, tu vois, avec le genou sauté. Pas de chance, quoi, tu vois, mais en même temps, c'est la défense de Doumbé, tu vois, qui a vraiment su anticiper le truc et sortir de l'axe de frappe. Et après, bon, c'était chaud, quoi. C'était chaud. Et la combinaison finale, elle est juste c'est ça. Parce Et qu'on puis, a une saisie, tu vois, low kick, coup au corps, et puis bon, après. mais même avant ça, en fait, c'est ça qui m'impressionne le plus, c'est que sur la séquence de finition de Cédric, c'est là où effectivement tu te rends compte que le Cédric 2.0, si ça se trouve, c'est ça. Et si c'est ça, c'est flippant. C'est-à-dire que c'est un gars qui va garder quand même énormément de créativité dans ce qu'il fait. Enfin, déjà, avant même la saisie et le low kick et le début de la fin, en gros, il met un low kick à Grenard qui le check. Mais vraiment, en plus, énorme check. Je pense que ça a dû bien faire mal le lendemain. Énorme check. Et ensuite, juste après, et c'est là où c'est assez fabuleux, il fait feinte de ce même low kick. Et pour revenir ensuite avec le low kick sur la jambe intérieure de Grenard en avançant, et je me demande si c'est pas s'il fait pas un shift en même temps, et ensuite il amorce sa combinaison. Et en fait, c'est quand même assez extraordinaire parce que ça veut dire que si c'est ça le Doumbé qui à partir de maintenant, honnêtement, ça fait flipper parce que c'est donc un gars qui va, à la différence peut-être d'un petit peu avant dans sa carrière, balancer ses coups avec la volonté de nuire, mais en mode la volonté de chaos sur chaque coup, mais en continuant à mettre des combinaisons et en gardant cette créativité, cette diversité de coups dans les niveaux et dans les armes choisies, etc. Et franchement, c'est flippant quand même. Hein. Si c'est tout ça en même temps, c'est assez terrifiant. Et puis surtout que là, mine de rien, ce qui est... il y a beaucoup de nos auditeurs qui nous posaient la question, c'est what's next pour Cédric, parce que c'est vrai que là, on peut commencer à se poser la question. La trilogie contre Grenard, c'était un petit peu le dernier truc pour lui. Là, il y a la rigueur, moi j'ai envie de dire à Misha, mais je trouve qu'il est encore un peu trop tendre pour affronter Cédric, parce que c'est vrai qu'il n'a pas combattu, je crois, au Glory depuis qu'on l'a vu au Zénith, donc il y a maintenant 1 an et demi. Et c'est pas du tout la même opposition qu'ils ont. C'est ça. Et c'est tout, parce que compliqué là. Hein. Non, en plus, c'est pas comme si ailleurs il y avait d'autres. Ils peuvent pas faire venir d'autres combattants. Il est où il en est où, Kishenko? Kishenko pour le coup. Je pensais à Kishenko, mais Kishenko, ça fait depuis un moment qu'il n'a pas combattu. Je crois que son dernier combat, c'était l'Arena Fight contre Lidon. Donc, et puis, il va avoir quel âge maintenant, Kishenko? C'est fou, Kishenko. On a l'impression qu'il est éternellement jeune, ouais, c'est ça. Ouais. Non, parce que moi, je me souviens de lui qui combat Masato à 18 ans, tu vois. 34 piges, ouais. 34 piges. Tu vois, il est pas si vieux que ça, mais c'est juste que il est là depuis tellement longtemps, Kishenko. C'est un truc de fou. Et non, c'est le. D'ailleurs, il y a une vidéo sur YouTube où on peut trouver Doumbé qui se part avec Kishenko et c'est quand même. C'est stylé. Mais ils se parent light et ils sont tous les deux techniquement. Franchement, c'est un combat que j'aurais adoré voir. Parce que c'est vrai qu'il n'y a plus que lui, tu vois. À part Kishenko, est-ce que le passage donc tant attendu en MMA, est-ce que finalement il faudrait le faire maintenant? Parce que c'est vrai que là en welterweight, j'ai pas l'impression que les grands montent pour lui. Nabiev, j'ai pas forcément envie de le revoir. Il n'a pas combattu non plus depuis sa défaite, donc c'est vrai que ce serait pas vraiment justifié, tu vois, de faire une trilogie maintenant. Et puis une montée non plus, je pense, parce qu'il n'a pas le gabarit du tout pour être en middleweight. Là, honnêtement, il est parfait en welterweight, je trouve. Donc non, c'est pas évident. Et puis personnellement, même si on avait parlé lors d'une interview qu'il nous avait accordée, Pereira contre Doumbé, j'ai pas vraiment envie de voir ça. Non, mais surtout que Pereira, il est énorme. Tu vois, c'est un light heavyweight, hein, c'est clair. Même contre Varitov, je trouvais qu'il était limite plus gros que Varitov. Donc, Ouais, non, c'est clair. Varitov qui d'ailleurs, j'étais choqué, 4 ans de moins que Alex Pereira. Ah, il est super jeune, Varitov. Hein. Ouais. Je que...
Enfin, bref. Non, mais Complètement c'est fou. vrai, non, la transition en MMA, peut-être que c'est le bon moment pour la faire. Parce que c'est vrai que maintenant, ouais, il y a pas vraiment Ah bah il a d'attente. tout nettoyé, hein, honnêtement. À la Ouais. limite, mais effectivement, en fait, ce serait peut-être un peu cruel, mais limite un combat contre Amisha, mais juste pour pouvoir dire qu'il a Hmm. nettoyé même la génération d'après, en fait. Ouais. Simplement pour pouvoir le dire. Mais c'est vrai que sinon, sportivement, je pense pas que ce soit le plus compétitif Et encore. pour le coup, pour Glory, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'Amisha représente l'avenir, donc tu vois, tu vas Bah, pas c'est ça, casser si Doumbé s'en ton. va, ouais, Bah, un peu comme quand ils ont fait, tu vois, bah, justement, Troy Jones contre Grenard. Contre T'as Ghana, ton, ouais. t'as ton prospect qui est là, il se fait déglinguer par un vétéran. Bon, c'est compliqué ensuite de construire et de dire le mec est présent. Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur d'autres combats, messieurs, de ce Glory 77? Ah, mais les combats, ils étaient ouf, hein. En vrai, moi, j'ai trouvé Ouais. que Un la qualité. excellent pay-per-view d'ailleurs, mon cher Polydomso. Petit disclaimer, il y a un certain nombre de personnes qui ont rencontré les mêmes problèmes que lors du dernier Glory que nous avions diffusé. Les problèmes venaient des États-Unis parce que nous avons mis tous les moyens pour avoir un serveur qui cartonne vraiment. Donc on ne le dira jamais assez. Donc Ben qui s'occupe de notre informatique a fait une espèce de truc. Vous étiez quand même plus de 15 000 à être en direct sur notre serveur. La charge, mon cher Polydomso, vous n'êtes pas prêt. On était à 3,7% de charge sur le serveur au global, ce qui est absolument monstrueux. Enfin, le truc ronronnait, mais c'est juste qu'il s'est passé exactement le même problème que lors de l'UFC 257, toute proportion gardée, bien évidemment, parce que là, on est sur du kickboxing. Mais bah, tous les gens ont voulu acheter le pay-per-view au même moment. Et donc, aux États-Unis, vu que c'est là que tout se passe, et bah, il y a eu un problème de bandwidth comme ils disent, de je n'ai bande pas Dans passante. la Ouais. langue de bande dans la langue de passante, Teddy. voilà. Merci mon cher Rust. Et donc du coup, ce qui faisait que les gens avaient du mal à payer puisque tout le monde essayait de payer au même moment. Voilà, donc ça ne venait pas de nous. Et le Glory m'a assuré qu'ils allaient régler ça pour le prochain événement. En tout cas, je l'espère parce que c'est vrai que c'est un petit peu relou et c'est un petit peu relou aussi de demander aux gens de dire bah, prenez votre pay-per-view une semaine à l'avance. Bah non, t'achètes ton pay-per-view le soir du combat. Bah oui. C'est ce qui est logique. Donc voilà, donc on espère que ça vous a pas trop embêté et que, en tout cas, pour le prochain, ce sera réglé. Voilà. Ouais, Bah, bah, sinon, pour les autres combats, bah, il y a eu la passation enfin, la passation de flambeau, non, mais la prise du titre par Pereira contre Varitov. Décision partagée. Décision partagée, combat extrêmement serré. Moi, personnellement, je la donne à Varitov, hein, mais je peux concevoir. En fait, c'est ce genre de combat où tu peux tout à fait concevoir la victoire de l'adversaire sans que ce soit, parce que j'ai vu des messages genre ouais, c'est un vol et n'importe quoi. C'est juste, ça dépend sur quoi en les fait tu critères. mets en fait l'emphase en fait pour noter le combat en fait. En termes de strike, de nombre de strikes, c'est vrai que Pereira avait une certaine avance parce qu'il a eu une plus grande activité, il a plus souvent touché en fait que Varitov, mais il touchait souvent sur la garde ou partiellement sur la garde parce que Varitov a eu une stratégie qui était très intéressante, il a vraiment mis la pression pendant les 5 rounds sur Pereira, quand même, des couilles en platine de Varitov quand même, parce que rentrer, tu vois, sur 5 rounds contre un mec qui éteint tout le monde, et en plus, franchement, Varitov, il avait vraiment l'air petit, hein, dans son combat Ouais, c'était ouf. contre Pereira, et il est passé, sur les 2 premiers rounds, il a pris quand même d'enchaînement en boxe, en anglaise. Normalement, enfin, les combattants hein, d'un moindre calibre s'écroulent hein, sur ce genre de coup. Mais lui, il avait vraiment une bonne stratégie, tu vois, qui était vraiment de marcher sur Pereira, de saper ses appuis avec les low kicks. Il a des low kicks d'une rapidité, Varitov, Oh, c'est magnifique. c'est des coups de fouet, quoi, honnêtement. Et d'essayer à tout prix de placer son bras arrière, en fait, lorsque Pereira était contre les cordes en fait. Il y a plusieurs moments où il a touché mais très très nettement Pereira. Enfin les frappes les plus significatives, c'était Varitov qui les avait quoi. Et il était extrêmement surpris du résultat final. Donc c'était un combat très très serré. Je comprends en fait pourquoi c'est Pereira qui a été déclaré vainqueur. Eh oui, Ça va eh un peu oui. mieux ça va un peu plus dans le sens du Glory qui sont vraiment le Glory, ils ont vraiment besoin de stars quoi. Avec Doumbé qui va peut-être se barrer, il faut qu'il trouve quelqu'un d'autre en fait. Et Bah, même c'est vrai pour que le la sport globalement, hein, parce que là, le sport tient sur le Glory. Hein. On va C'est pas se ça, mentir. et bon, Pereira, comme c'est un double champion, qu'il a une allure vraiment très très inquiétante et qu'il a cette réputation de KO machine. Non, mais ça, il fait flipper, il Ouais. fait grave flipper, Pereira. Et donc voilà, c'est peut-être pour ça que c'était plus intéressant pour eux de. Enfin, je dis pas qu'il y a eu des consignes, mais tu vois, ça me surprend pas. Tu vois, c'était dans une concomitance, une constellation d'événements qui faisait que ce résultat me surprend guère en fait. Ouais, et puis bah, sinon, juste rapidement, on peut évoquer le Rico Verhoeven. En fait, bah, déjà le fait qu'il ait gagné le tournoi, mais aussi
juste pareil, hein, au niveau des compétences, c'est une régalade, hein. Enfin, ne serait-ce que son second combat qu'il fait contre Tariq Khbabez, j'imagine qu'on Oui. prononce comme ça. Avec le post, Rust quand même. Ouais. Comme il convient de mentionner, le post rédigé par Rust quelques heures avant le Glory Kickboxing. Corps de dieu grec, visage de mannequin, low kick de porc, champion du Glory depuis 8 piges. Rico Verhoeven, ce cheat code sur patte. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai que c'est un cheat code sur patte. Honnêtement, c'est le genre de gars, enfin, tu sais, tu lui présentes un sport que tu fais depuis 10 piges, au bout de 3 heures, il est meilleur que toi, tu vois. Enfin, Lui c'est présente ta meuf, il repart avec. Non, c'était. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Enfin, c'est le genre de mec, sur son front, il y a marqué t'as aucune chance, tu vois. Et en gros, il nous a fait, honnêtement, c'était magnifique. Alors, Ouais. comment dire, surtout le deuxième combat, parce que c'était un peu plus autoritaire que le premier contre SD. Mais dans son deuxième combat, c'est vrai que quand il est en mode bon, j'ai le boulevard et en fait, tu vas rien pouvoir faire, et quand il commence à sortir les kicks, les low kicks avec ce fameux, ce qui est juste somptueux, C'est le seul à le low faire. kick interne jusqu'à sur la jambe arrière, et en gros, il détruit les mecs. C'est juste, c'est magnifique. Ça et les Ça, middle. c'est incroyable qu'il arrive à le placer ce coup en poids lourd. Et c'est dingue, quoi. Enfin, parce que il faut qu'il se mette quasiment en position de clinch par rapport Ouais. à l'adversaire, mais sans l'attraper. Donc, il peut vraiment se manger un crochet au moment Ouais, où il le fait. généralement, il fixe avec son crochet gauche et après il met son truc. Mais Ouais, mais il est intelligent, il le fait tout le temps quand le mec est derrière sa carapace et qu'il voit pas Ouais. le coup venir, en fait. Mais c'est une technique qu'on voit jamais en kickboxing. C'est un truc qu'on voit plus en Kyoku, tu vois, en Kyokushin. Parce que les règles font que tu peux avoir ce genre de kick, tu vois, dans ces compétitions-là. Mais là, du coup, les jambes arrière des combattants sont moins conditionnés que leurs jambes avant parce qu'ils ont moins l'habitude de prendre des low kicks. Et à plus forte raison, la jambe interne arrière. Normalement, tu n'en prends jamais des low kicks en interne en arrière. Donc, normalement, c'est pas possible. Ouais. il en faut 3-4 pour casser un mec, surtout à ce poids-là, quoi. Donc c'est assez D'autant dingue. plus que c'est ce qui est assez stylé, mais c'est vraiment un plaisir coupable. Mais c'est que la manière dont il set up effectivement ce low kick jambe arrière sur l'intérieur de l'adversaire, c'est que en gros, il les fixe de manière à ce qu'effectivement, comme tu viens de le dire, en fait, ils sont vraiment carapassonnés et ils s'attendent pas nécessairement à recevoir le coup. Et du coup, comme il a le boulevard, il en rajoute et il hache la jambe, mais en traversant bien pour bien déséquilibrer. Enfin, vraiment, tu as l'impression que, tu sais, c'est comme l'anecdote de Bas Rutten quand il disait la première fois que j'ai vu Ramon Dekar se combattre. En gros, c'était un petit mec qu'on avait appelé à 10 jours, tu vois, et tout le monde était en mode non, mais il va se faire déchirer, etc. Et en gros, apparemment, Ramon Dekar, c'est arrivé, premier low kick, le mec, genre, part à l'horizontale comme ça, s'écroule, fin de combat. Et en gros, tu avais un peu l'impression que c'est ce qu'il recherchait à faire, en fait. Il cherchait à projeter les mecs comme dans GTA avec le code Superman, tu vois. Enfin, mais c'est assez impressionnant. Enfin, ok, Babez était beaucoup moins impressionnant physiquement que Rico. Enfin, c'est 120 kilos, 120 kilos de pur muscle, et vraiment, mais de machine de guerre. Mais en plus de ça, quelqu'un qui utilise parfaitement sa technique et sa puissance, et franchement, honnêtement, c'est beau. Enfin, il y a une raison pour laquelle il est aussi haut et depuis aussi longtemps. Mais c'est somptueux, quoi. Ouais. En plus, il a passé la technique contre SD Gargas et contre Tarek. Ouais. Les deux, tu vois. Tarek qui a d'ailleurs sorti Levi Richter au premier tour. Grosse surprise. Ouais, grosse surprise. Il a fait un pur combat, quoi. Il a été ultra vaillant. Il l'a mis knockdown complètement. Il est passé à ça de le finir d'ailleurs. Mais il a de belles mains, Babez. Hein. Ouais, et en fait, il a un peu un style à la Rotang, mais en poids lourd, quoi. Parce qu'il prend quand même des coups. Il prend un genou sauté de Richter, et puis, ça lui fait rien, quoi. On n'a rien à foutre. Hein. Le surnom Tank, du coup, lui va comme un gant, hein, exactement. Et non, il a fait un très beau combat, mais il est arrivé dans les pires conditions contre Rico parce que c'était une guerre. Hein. Richter, Richter, j'ai bien aimé ce qu'il a fait parce que il a un premier round où, franchement, le premier round, c'est pile ou face entre les deux. Et deuxième round, il se fait vraiment dépasser par Tariq qui fait ses combinaisons d'anglaise contre les cordes, où il lui détruit le corps, les coups au corps. Je crois qu'il y a eu 55 punch au corps et ils sont tous passés, tu vois. Enfin, il s'est pas protégé, en fait. Et en plus, c'est vraiment violent. Même contre Rico, il en passe des enchaînements au corps. Et il a vraiment, et en plus, il envoie vraiment le poids. Il y a une Tysonesque. Voilà, c'est ça. La comparaison a été faite par les commentateurs pendant l'événement, mais c'est vrai qu'il y a de ça. Et en plus, il termine sur les low kicks, généralement, et lui aussi fait des low kicks sur la jambe arrière, mais en extérieur. Mais c'est bon, hein, en termes de technicité en poids lourd, tu vois pas souvent ça. Donc, on pourrait pas ça. Enfin,
on ne s'attendrait pas forcément à ça venant d'un type qui a un peu son gabarit, tu vois, parce que généralement, les mecs comme ça en poids lourd, c'est plutôt des gars qui essaient de placer leurs bras arrière et puis il n'y a pas trop de construction. Mais techniquement, franchement, c'était très propre. Et alors, du coup, le troisième round, Richter, Ouais. il a sorti son troisième round. Hein. Franchement, moi, je trouve qu'il gagnait le troisième round, où il fait des trucs d'un athlétisme assez incroyable, tu vois, des ciseaux kicks, tu vois, et tout. C'est fou. Et honnêtement, c'est une guerre, ils vont jusqu'au bout. Donc pour Richter, je pense que c'est une bonne expérience de perdre comme ça contre un mec qui est super dur et qui met vraiment la pression. Et bon, bah pour le coup, Tariq, il était quand même super courageux d'aller contre Rico après ce combat-là, tu vois, parce que c'était chaud. Tu te dis, je vais contre le numéro 1 après avoir fait une guerre. Faut être vaillant, quoi. Ouais, et pour le Glory, du coup, c'est cool parce que là, cette catégorie heavyweight, mine de rien, tu commences à avoir pas mal de gars qui montent, donc de bon augure pour la suite. Et puis c'est vrai que c'est non seulement en fait, c'est cool parce que on pourrait se dire bah ouais, enfin c'est cool, mais d'un autre côté, s'ils se tirent tous les uns les autres, parce que donc Levi Richter, c'est lui qui avait gagné le tournoi la dernière fois, donc ils essayaient de le construire et donc là il perd contre Babez. Enfin, t'as un peu l'impression, tu sais, des homards qui se tirent tous vers le bas, mais d'un autre côté, comme ils sont spectaculaires, panier de crabe, oui, autant pour moi. Et en gros, mais comme ils sont spectaculaires, ça peut marcher quand même. C'est-à-dire que tu peux avoir des espèces de cavaliers de l'Apocalypse où ils sont 4, 5, ultra spectaculaires et un petit peu comme au K1 à la belle époque. En fait, ils se battent tous les uns les autres, mais tu kiffes tous, voir les combats 4-5 fois, il n'y a pas de problème. Quoi. Et c'est pas gênant. Enfin, vraiment, personnellement, tu vois, tant que les mecs sont bons, moi, ça me dérange pas du tout. Et puis, au contraire, je trouve que ça permettra aussi un petit peu, parce que bon, même si on apprécie énormément Rico Verhoeven, moi, j'aime bien aussi quand ça bouge un petit peu, quand t'as des vraies grosses rivalités, et puis quand t'as surtout de l'activité. Parce que c'est vrai que la trilogie contre Jamal Ben Sadiq, personnellement, ça m'intéressait, mais c'est vrai que Jamal n'a pas combattu depuis, je crois, 2 ans. Donc, tu vois, c'est bien aussi, si tu vois les mecs régulièrement, que les gens peuvent aussi se dire, bon, bah, t'as Nordine Maedine, un Français qui monte, t'as Plazibat qui monte, enfin, tu vois, des gars d'un peu partout qui commencent aussi à arriver dans cette catégorie-là. Messieurs, je pense qu'on avait fait le tour. Oui. Ouais. Et bah, formidable. Ouais. Big shout out à My Sweet Protein. Moins 15% supplémentaire par rapport au solde avec le code la sueur sur tout My Protein. Moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Et nous avons fait le tour. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. I'm fucking coming for you!